Au cœur de la mêlée, notre nouvelle émission du lundi sur Sud Radio, émission rugby bien sûr. Au sommaire ce soir, le 15 de France avant l'Italie, les Bleus vont-ils se lâcher? La compo va-t-elle évoluer? On va en parler bien sûr avec Yannick Nyanga, avec nos consultants Yohan Huget, Philippe Swanguero. Le débrief du top 14 avec notamment la grosse perf de Montpellier. Vincent Etcheto sera notre invité à partir de 20h30, l'un des entraîneurs de Montpellier. Et puis Garbizi à Toulon, Tolofua à Montpellier. Que nous dit ce chassé-croisé? Est-ce un nouveau mercato d'hiver au rugby? On va en parler également avec Miguel Fernandez qui sera avec nous, un des agents très connus dans le milieu du rugby. Vous venez en discuter avec nous au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, bonsoir Yohan Huget. Bonsoir François. Bonsoir Philippe Swanguero. Ouais, Philippe Swanguero qui est pas là, mais il aime bien souvent nous faire des petites blagues comme ça en début d'émission. Il est un peu loin. Ouais. Bonsoir Clément Combe. Bonsoir François. Les 3 infos à retenir de ce lundi pour ceux qui étaient au boulot et qui sont en voiture, là peut-être qui nous écoutent et qui veulent avoir les dernières infos rugby. La première info à retenir, c'est le succès du Castres Olympique hier soir à domicile contre Toulon, 25-17. Des essais de Chilachava, Lebrun et Raïsouké permettent aux Castrés de passer 5e au classement devant leur adversaire du soir. Le Stade français reste leader avec 46 points ex-aequo avec le Stade toulousain. Montpellier n'est plus dernier grâce à son succès bonifié sur la pelouse du Racing 92. En Pro D2, Montauban a annoncé dans un communiqué la mise à l'écart de son entraîneur Florent Vitchorek dans le top 6 début décembre. Les Montalbanais n'ont gagné qu'une seule fois en 6 rencontres depuis le début de l'année 2024. Le tournoi destination revient après une semaine de pause. L'Écosse reçoit l'Angleterre, notamment des Écossais qui pourront compter sur le retour de Blair Kinghorn, l'arrière du Stade Toulousain. Du côté du 15 de la Rose, le demi-de-mêlée Alex Mitchell s'est blessé au genou et est forfait pour la rencontre. Ouais, on parlera bien sûr des dernières nouvelles des Bleus, mais il n'y en a pas de mauvaises en tout cas aujourd'hui. Merci Clément. Avec nous aussi en direct, notre premier invité, c'est Yannick Nyanga qui est avec nous. Bonsoir Yannick. Vous m'entendez ? On t'entend Yannick, bonsoir, okay. Bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Voilà, ancien international, 46 sélections bien sûr, et actuel entraîneur des espoirs, on peut le dire, au Racing, ou tu fais partie du staff? Est-ce que l'entraîneur des espoirs fait partie du staff de l'équipe première? Ouais. Première. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont avec les pros, et puis j'aide aussi Dimitri sur la défense, la touche défensive. Pardon. D'accord. Je ne sais pas si c'est la connexion qui est pas idéale, Yohan, ou alors si c'est ici ou c'est peut-être dans le château de Yannick Nyanga, ça capte pas trop. Yohan, Yannick, voilà, les présentations on les fait pas, bien sûr vous connaissez, mais peut-être une première question pour Yannick. Première question, oui, ils ont un peu de travail. On a vu, désolé pour ce week-end, Yannick, mais on avait échangé un peu auparavant durant la Coupe d'Europe et on pensait qu'il y avait un peu de fatigue à l'issue de la Coupe d'Europe. Mais est-ce que tu penses qu'il y a peut-être, on parle de rugby, mais peut-être pas un problème physique avant tout concernant ton équipe au Racing? Le Racing, on le rappelle. Je ne sais pas si c'est un problème physique. Hein. Je pense que je m'entends en écho. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais on t'entend bien, nous, Yannick. Là, ça y est, la liaison est bonne. Alors là, elle est inexistante en revanche, là, parce qu'il y a visiblement il y a un mute. Alors on va faire des petits réglages quand même. On va rappeler que le Racing a été battu sur sa pelouse 20-44 par Montpellier, qui était 14e avant cette 15e journée du top 14. Que la question de Yohan, bon, elle n'était pas, voilà. Est-ce que c'est toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est plus un problème physique de ce que tu as perçu comme ça avec ton œil? Là, on t'entend. Bon, là, on t'entend. Ouais. Vous m'entendez? On t'entend. Ok, pardon. Donc, ce que je disais pour répondre à la question de Yohan, c'était que il y a vraiment des joueurs clés qui en ce moment sont blessés. Je pense à Baptiste Chouznou, qui est un joueur très important pour la touche. Je pense à Fabien Sanconi, qui est un leader de combat. Je pense à Jdos Suisova, qui aurait pu nous faire avancer au milieu de terrain. Et on a des sélectionnés comme Antoine Gibert, qui est peu la surprise du chef. On est très content pour lui, mais nous ça nous handicape un peu, puisque on a James Hall qui est blessé pour commotion répétée. Ça fait un moment qu'il est pas là, donc on tourne avec
un demi de mêlée et c'est compliqué de lancer notre jeu dans ces conditions-là. Voilà, Clovis Lebaille, qui est le seul, on va dire, spécialiste du poste actuellement dans le 15 de départ du Racing. Bon, quand on voit la compo de samedi, elle était quand même bonne. Voilà, il y a un certain Colissi, il y a Rolands aussi, international gallois, il y a Jordan Joseph, il y a Juan Loré. Bon, il y a à la fois de l'expérience et de la jeunesse. Arundel, Spring, on va dire l'argument physique, Yannick, c'est pas un petit problème d'usure ou d'enchaînement ou de reprise parce qu'il y avait une coupure d'une semaine? Ben c'est un peu tout, hein. En très haut niveau, c'est un peu tout. Je pense qu'on a peut-être accusé le coup physiquement, on a peut-être accusé le coup mentalement aussi, parce que on a vraiment dominé cette première période de la tête et des épaules, en se procurant énormément d'occasions, sans marquer. On a un essai qui est refusé, je pense qu'il est injustement refusé, mais on doit être plus fort mentalement que ça. Et au lieu de tourner à 16-11 à la mi-temps, on tourne à 23 à 6 parce qu'ils marquent, les Montpellier marquent juste derrière, et donc eux sur la première mi-temps ils ont 3 heures, ils marquent 3 fois, et voilà, ça fait partie du rugby. On peut pas être bon tout le temps. Le championnat de top 14 est tellement long que c'est très difficile de maintenir un niveau de forme très élevé. On a eu la chance de bien démarrer cette compétition, on est resté longtemps premier, et puis là on est dans un moment difficile. Il faut faire le dos rond et attendre que ça passe. Comment a débuté la semaine, voilà, parce que c'est aussi une situation que le grand coach aujourd'hui en chef, qui est Stuart Lancaster, découvre. Il découvre un peu ce championnat top 14 où le dernier peut venir accrocher une des meilleures équipes. Et ça, c'est bon, il s'y attendait peut-être, mais là, il le vit. Ouais, il a pas trop l'habitude de perdre. Il aime pas trop ça. donc c'est un début de semaine qui est assez épicé, on va dire, mais en tout cas c'est bien. Il faut passer par là, je pense, pour essayer de revenir, et il y a beaucoup de remises en question individuelles déjà dans nos secteurs, et voilà, j'espère qu'on va trouver des solutions pour être prêt pour le derby. Bon, après, ils sont quatrième. Il n'y a pas de sonnette d'alarme, vous êtes quatrième, donc il n'y a pas d'inquiétude. Après, est-ce que c'est bien peut-être de perdre à la maison juste avant le derby? La Niang, c'est pas mal, non? Je sais pas. Il faut demander on verra samedi, pardon. Samedi, c'est bien. Ouais. Visiblement, on sent que déjà il y a une mobilisation. Quand tu dis que Stuart Lancaster il vous a mis la pression, ça se matérialise comment pour vous, les coachs adjoints? Non, mais on revoit tout, chacun dans notre secteur. La touche, la mêlée, ce sont des choses qui ont pas fonctionné ce week-end-là. Pourtant, jusqu'à présent, ça fonctionne plutôt bien, puisqu'on est la première touche et la première mêlée. Mais là, ce week-end, c'est vrai que c'était très compliqué. Donc du coup, il faut montrer ce qui va pas, qu'est-ce qu'on a voulu faire, qu'est-ce qui s'est pas bien passé. Et je pense que c'est le lot de toutes les équipes de haut niveau. Et voilà, c'est une remise en question permanente. Est-ce qu'il y a des jeunes là qui vont émerger au Racing? Il y a quelques saisons, on avait vu arriver Nolan Le Garec. Voilà, il était annoncé. Est-ce que toi, dans ton vivier d'espoir, t'en as là des petites pépites qui vont arriver, qui vont nous étonner? Ben, je sais pas, j'espère. En tout cas, j'aime pas trop dire ça parce que j'ai pas envie qu'il le croie. Mais en tout cas, s'il bosse dur, il y en a 2-3 qui peuvent arriver. Il y en a qui ont pointé le bout de leur nez avec les moins de 20 l'année dernière, qui ont été champions du monde, comme Noah Zinzen, comme Lino Julien, pilier gauche et troisième ligne. On a un jeune joueur anglais de 18 ans qui pourrait arriver dans les prochaines semaines et matchs, qui est promis un bel avenir aussi. Et on a un troisième ligne zimbabwéen qui vient d'arriver aussi cette année, qui a 19 ans et qui sont un petit peu dominants d'espoir, mais il y a un grand fossé entre la catégorie sport et la catégorie professionnelle. Donc ils ont un beau futur devant eux s'ils travaillent beaucoup, mais rien n'est fait. Et ils ont quand même aussi un entraîneur qui a un peu d'expérience. On rappelle votre carrière à Béziers, au Stade Toulousain, une dizaine d'années, et ensuite au Racing de 2015 à 2018. Yannick Nyanga, tiens, on parlait de l'expérience, elle est aussi internationale. Extrait. Nyanga au près, qui perce la défense argentine, qui accélère. Quelle accélération de Yannick Nyanga! Il nous a fait vibrer avec ses larmes sur la Marseillaise. Moi j'étais à côté de lui, impossible de le rattraper.
magnifique ce soir à Lille. Un solo, On ne sait pas ce qu'il il a se dans l'est les gagné jambes, tout seul. Il se l'est gagné tout seul. Ouais, c'est des bons souvenirs, ça, Yannick. C'était en quelle année? Super souvenir. Ouais. C'est quoi? J'essaie d'imiter Yohan Uger, voilà. C'est quoi? C'est 2005, ça? Que ma tête, et ça marche. Non, c'est 2013 contre l'Argentine. Ah, le retour. C'était À Lille, contre l'Argentine. le retour. Ouais. Mais il était motivé. Ça faisait un moment qu'il attendait Yannick Nianga à cette époque, Voilà, et ses efforts avaient été enfin récompensés. C'était l'occasion de faire une petite virgule pour parler de l'équipe de France, d'accueillir Philippe Spanghero qui est avec nous. Est-ce qu'il nous entend, Philippe? Je vous entends très bien, messieurs. Je suis désolé, j'ai une connexion un peu aléatoire, mais je suis là. C'est quand on sera trop à l'île Maurice, à la Spang, on t'excuse. Allez, mais en tout cas, Philippe a le droit d'un peu de repos et on le remercie d'être avec nous sur son temps de vacances. Voilà, Yannick Nianga, Philippe Spanghero, bien sûr, vous connaissez. On a parlé du Racing, Philippe, mais du coup, on enchaîne sur le 15 de France. Le regard de Yannick sur le 15 de France. Toi qui es un homme de data, est-ce que tu comprends le discours de Fabien Galtier? Oui, je le comprends évidemment. Après, la data, elle fait pas tout. Hein. La data, c'est un outil qui aide à la décision, mais la décision, c'est toujours l'homme qui la prend. Donc, quand on utilise la data correctement, en général, elle nous aide. Si on s'en sert comme un référentiel, elle peut être traite parce qu'elle mesure que ce qui s'est passé. Elle peut pas prévenir ce qui va arriver. Philippe, peut-être une question pour Yannick sur l'équipe de France. Non, mais alors une question qui m'intéresse, c'est sans le mettre en difficulté, mais c'est vrai que Fabien Galtier s'est beaucoup appuyé sur la data et moi je pointe du doigt depuis quelque temps sa communication et le point de vigilance qui est que quelque part la communication de Fabien elle amène une forme de désaffection des gens envers cette équipe de France qui nous a fait rêver parce qu'il y a de l'incompréhension et une forme de frustration qui s'accumule depuis cette élimination en Coupe du Monde et pour moi ce rendez-vous manqué en termes de communication sur l'analyse de cet échec quelque part. Quel est le regard de Yannick par rapport à la communication actuelle et au flou que ça peut engendrer à l'extérieur? Ben moi je trouve que ce qui m'a dérangé en fait, c'est qu'on a mélangé un peu tout. Je pense que le bilan des deux côtés, hein, le bilan de Fabien Galtier à la tête d'équipe de France depuis qu'il est là, il est très positif parce qu'il a ramené vraiment l'équipe de France au premier plan des meilleures nations mondiales. Il a vraiment fait de cette équipe une équipe qui est au niveau de la grande équipe des All Blacks par exemple d'avant, de l'équipe d'Irlande, des grandes équipes de ce sport. Servi par un vivier de joueurs exceptionnels quand même parce que des joueurs comme Antoine Dupont ou Romain Tamac, ça court pas les rues chaque génération. C'est vraiment des joueurs hors normes. Et après, il y a le bilan de la Coupe du Monde en elle-même et qui lui n'est pas satisfaisant parce que aujourd'hui, il a pas fait mieux que ses prédécesseurs parce que en 2019, ils font quart de finale. En 2015, on fait quart de finale aussi. Donc au final, ça fait 3 ans qu'en Coupe du Monde, l'équipe de France échoue au pied du podium, on va dire. Et ça, par contre, c'est un véritable échec. Donc il faut pas tout jeter parce que l'équipe de France est arrivée en quart de finale, mais il faut pas non plus occulter le fait que qu'on a raté notre Coupe du Monde puisque l'objectif c'était de la gagner et qu'on en a été loin, quoi. Yohan, peut-être, avec Yannick sur l'équipe de France. Est-ce que, tiens, moi je vais vous poser la question, Yohan et Yannick également, mais est-ce que ce 15 de France va un peu se lâcher contre l'Italie? Il y a quelques mois, on leur mettait 60 points à Lyon dans le dernier match de poule de la Coupe du Monde. Est-ce que là, on va retrouver cette maestria face aux Italiens? On l'espère qu'ils vont aller de l'avant, qu'ils vont retrouver cette fraîcheur et nous amener un peu de folie comme on a connu notamment en Coupe du Monde. Mais après, le tournoi, c'est pas une Coupe du Monde et on a des joueurs fatigués, des joueurs blessés qui reviennent aussi. Je pense qu'ils vont avoir un peu de pression malgré tout. Il y a une très très belle équipe italienne qui s'accroche. Elle fait vraiment plaisir aussi à voir jouer. Mais si cette équipe de France joue à son niveau, il n'y aura pas d'inquiétude dimanche à Lille. Mais c'est que pour relever Yannick, c'est qu'aujourd'hui la communication de Fabien, tout le monde attend encore et est resté sur ce quart de finale qui n'a pas été évacué
et penser qu'on était sur la continuité, mais on est en reconstruction. Quand on voit l'équipe qu'il y a aujourd'hui avec des jeunes joueurs, notamment du Racing, Nolan Le Garec qui est rentré en Écosse, c'est des joueurs qui découvrent tout un système, alors que déjà il avait pris en 2019, il avait quand même été partie prenante de la Coupe du Monde, il avait déjà fait un peu le tour, et il y avait une grosse partie des joueurs en 2019 qui étaient déjà là. Oui, mais il y avait aussi beaucoup de jeunes pour le tournoi 2020. Il y avait les jeunes gros, notamment. Il y avait Bamba également. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient aussi intégré ce groupe. Est-ce que toi, Yannick, tu penses que, par exemple, Nolan Le Garec devrait être essayé titulaire là pour peut-être, au regard de sa performance contre l'Écosse, notamment de sa bonne rentrée, est-ce que tu penses qu'il devrait être titulaire ou c'est encore trop tôt? Non, moi je pense qu'il est prêt. Je pense que c'est vraiment un joueur exceptionnel, d'une maturité assez rare. Il a vraiment, il dort, il mange, il vit rugby tout le temps, et donc malgré son jeune âge, c'est quelqu'un qui attend ça déjà depuis très longtemps, parce qu'il a mis du temps. Il a fait beaucoup d'allers-retours avec l'équipe de France sans pouvoir porter le maillot, et là maintenant il porte le maillot, et on voit déjà sur ses rentrées qu'il peut amener quelque chose d'intéressant à l'équipe de France. Moi, pour revenir sur ce que dit Johan, moi je pense qu'on a sous-estimé alors pour Antoine Dupont non, mais pour Romain Tamac, je pense que la charnière qu'on a eue Dupont Tamac, c'est la meilleure charnière que le 15 de France n'a jamais eu. Et aujourd'hui, son absence remet l'équipe de France au niveau des très bonnes équipes de cette compétition, mais la présence de ces deux les mettait au-dessus des autres équipes, et on voit qu'on a du mal parce que c'est très compliqué de remplacer un joueur comme Antoine Dupont. Allez, bon, on va bien sûr, Yannick, si on peut, on te garde encore quelques minutes, si tu peux nous faire ce plaisir-là, et on fait une petite page de pub, et surtout on lance le standard. Aude est avec nous pour vous accueillir au standard 0826 300 300 au cœur de la mêlée pour parler du 15 de France, pour parler de l'actu rugby. Restez avec nous. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec Yohan Huget, Philippe Spanghero et notre invité Yannick Nyanga. Dans 10 minutes, Vincent Etcheto sera aussi avec nous, l'un des entraîneurs de Montpellier. On parle du 15 de France actuellement avec Yannick Nyanga, et avec vous les auditeurs. Je vous ai donné le 0826 300 300. Vous êtes déjà nombreux à appeler. Et Ludovic est avec nous, Ludovic de Rochefort. Bonsoir Ludovic. Bonsoir François, et bonsoir à Johan, Philippe et Yannick. Voilà, merci d'être avec nous, et merci pour votre fidélité. Ça vous inspire quoi, ce 15 de France là qui va défier l'Italie? Est-ce qu'il faudrait changer par exemple la charnière? Là, on en parlait avec Yannick. Voilà, la fameuse charnière Lucu-Jalibert qui fait couler beaucoup d'encre, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs dans l'histoire du 15 de France, la charnière. Oui, mais ça c'est surprenant parce que cette charnière est quand même très très bonne avec UBB, mais on a constaté que la rentrée de Nolan Le Garec en Écosse, ça fait énormément de bien. Il a apporté beaucoup de jus, de vivacité, il a dynamisé, les balles sortaient beaucoup plus rapidement. Donc moi, quelque part, j'aimerais bien que Le Garec commence. En effet. Après, Jalibert, il est numéro 2 de la hiérarchie de Romain Tamac. J'espère qu'il s'est un peu entraîné sur le ballon haut. Après, on sait que c'est un joueur qui aime bien porter la balle, qui attaque la ligne. Et contre l'Italie, il devrait aussi trouver des espaces. Bon, pour l'instant, selon nos confrères de l'équipe, eux, ils pensent que Lucu-Jalibert cette charnière va être, on va dire, conservée. Voilà, qu'on va jouer une forme de sécurité. Philippe Spanghero, ça te semble logique? En tout cas, c'est dans la logique de Fabien Galtier. Alors c'est logique, et je comprends la décision de management parce que Lucu a besoin de confiance. C'est vrai que c'est dur ce poids de numéro 2 sur les épaules derrière Antoine Dupont. Il avait l'habitude de rentrer et de faire des fins de match. Là, honnêtement, on le sent un peu en difficulté. Moi, je l'ai dit depuis la fin du match contre l'Irlande, parce qu'on parle de l'Écosse, mais déjà la rentrée de Le Garec contre l'Irlande était pour moi vraiment satisfaisante. Et je pense qu'on va y venir avant la fin du tournoi. Je militais pour un retour titulaire de Julien Marchand et une titularisation de Le Garec en priorité, un changement dans le 15 de départ. Et je crois qu'on va y venir parce que cette fameuse complémentarité dont on a beaucoup entendu parler de Lucu et Jalibert par rapport à leurs automatismes à l'UBB,
je vois pas ça en équipe de France. Alors le contexte est très différent, etc. Mais je sens rien, je sens pas de plus-value de cette paire et de leur vécu ensemble à l'UBB aujourd'hui sur ce début de tournoi en équipe de France. Et donc il y a une hiérarchie à reconstruire derrière Antoine Dupont. Et je pense que c'est le bon moment d'essayer le Garec. Et Johan? Moi, je pense qu'il changera rien du tout. Peut-être Julien Marchand, peut-être. Et encore, depuis 4 ans, il démarre avec une équipe, à part des blessés. Là, on le voit avec Tulagi qui a fait d'excellentes rentrées, qui a été très performant. Toffinois revient et c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de... Est-ce qu'il faut changer le style alors? Est-ce qu'il faut demander aussi à Lucu Jalibert qui peuvent le faire? On le voit avec l'UBB. Est-ce qu'il faut leur demander d'éjecter davantage, de jouer plus, Yannick, et peut-être d'être moins dans ce jeu au pied, toujours de pression qui est parfois un peu systématique? Mais là, je pense que dans sa communication, il y a 2 points qui sont importants. La communication de Fabien Galtier, il a parlé de caper un maximum de joueurs et justement toujours en étant data-drivé, il dit qu'il faut arriver avec un maximum de cap. Donc moi, je le vois pas changer, un peu comme le disait Johan. Mais d'un autre côté, il a aussi dit qu'il prenait les joueurs pour leur qualité. Et la qualité d'un joueur comme Lucu, c'est pas forcément la même qualité qu'un joueur comme Le Garec qui est capable d'aller très vite dans ses éjections. Lucu, c'est un joueur assez calme, qui est le bon équilibre à Mathieu Jalibert, qui est un peu le feu. Et il a un excellent jeu au pied, une bonne défense. Voilà, c'est dans le jeu de dépossession de Fabien Galtier, il correspond peut-être plus à... Ah, on a perdu Yannick. Dans le jeu de possession, c'est peut-être mieux de mettre Nolan. Voilà, le 92, parfois il y a la fibre qui est défaillante. Hein. On le sait. Ludovic de Rochefort. Ludovic de Rochefort, est-ce que vous pensez qu'il faut, du coup, si on garde la même charnière et si on fait confiance, comme le semble dire Johan et Yannick, parce que c'est comme ça que fonctionne Fabien Galtier et c'est respectable, est-ce qu'il faut changer un petit peu la façon de jouer? Est-ce qu'il faut dynamiser? Est-ce qu'il faut jouer davantage, porter un peu plus le ballon? Je pense que l'équipe a quand même besoin de retrouver de la confiance. Elle en a un peu retrouvé en Écosse par la victoire, mais le jeu a complètement fait défaut. À un moment donné, je pense que les joueurs devaient faire une partie de cartes au centre du terrain. Les gros, pendant que c'était l'heure du thé entre Ramos et Russell. Donc là, non, je pense que il faut retrouver du jeu ensemble, qui retrouve du plaisir à jouer ensemble. Ce qui apporte, en effet, les jeunes qui rentrent apportent quand même du dynamisme et ça fait aussi du bien à l'équipe. Mais en effet, on est habitué à avoir une équipe France conquérante et gagnante. La conquête, ça va être aussi un point clé depuis le changement d'entraîneur de la touche avec Saint-Péret. Maintenant, il y a des nouvelles phases à acquérir. On a vu que c'est un peu défaillant les 2 premiers matchs. Si on a davantage de ballons et que voilà, les joueurs d'expérience retrouvent un peu de mental et de motivation également. Et après, avec le dynamisme des jeunes, je pense qu'on va pouvoir reconstruire sereinement sur l'avenir, sur un cycle de 4 ans, avec d'autres jeunes qui vont intégrer petit à petit le groupe. Philippe, encore une fois, ouais, vas-y. Si je peux me permettre, je sais pas si vous m'entendez, si ma connexion me permet. Je voudrais rebondir sur ce que disait notre auditeur là. C'est que ce jeu-là avec les avants qui sont au milieu de terrain, ça a toujours été le cas en équipe de France. Le problème, c'était que avant on avait Antoine Dupont et Romain Tamac qui avaient peut-être 5 ou 10 mètres de plus en termes de longueur de jeu au pied que tous leurs adversaires. Donc à chaque fois qu'il y avait ces échanges de jeu au pied là, on les gagnait constamment et on se retrouvait ensuite avec une possession dans les 30 derniers mètres, dans les 20 derniers mètres pour la France. Et donc du coup, on avait une équipe qui était pleine d'énergie, qui pouvait dans les 30-40 derniers mètres assommer physiquement son adversaire. Maintenant, c'est plus le cas. On est revenu dans des standards de jeu au pied assez similaires à nos adversaires, et donc du coup, on gagne pas toujours ces échanges-là de jeu au pied, et ça nous fait devoir partir de plus loin. Et voilà, c'est plus compliqué pour nous de marquer maintenant. Dernière petite question, Yannick, avant de te libérer. Sur la compo, Cross en 8 et Boudéan en 3e ligne, toi qui as joué à ce poste de 3e lignel notamment, voilà, est-ce que tu as un avis? Ouais, je pense que déjà François, il est indispensable dans ce dispositif-là. Quand on n'a pas un joueur comme Aldrit,
qui est pour moi l'autre talisman qui va manquer. François s'impose en 8 et puis je trouve que Boudéan il a des bonnes rentrées à chaque fois, il fait des bons matchs quand on fait appel à lui, donc ce serait logique. Charles Olivon ne sera pas en 8. Non, ça serait Cross et François Cross en 8. On peut lancer un petit pari. François il a plus d'expérience en 8 que Charles. Moi je pense que ce sera Charles. Ah oui, mais ça a fini comme ça. Oui, ça a fini. En Écosse. Oui, ça a fini, mais ça n'a pas commencé. Ah, voilà. Si maintenant les ailiers se mettent à parler des troisième lignes, Yannick. Voilà, c'est ce que j'allais dire. De son aile, il a une expérience. Sur les premiers blocs en tout, je pense que Charles sera meilleur que François sur les premiers blocs. Il aurait pu jouer troisième lignel quand même, parce qu'il faisait partie des ailiers qui aimaient particulièrement la défense. Il aimait le chocolat, voilà. Il aimait le chocolat. Allez, Ludovic, on va vous remercier. On va vous remercier d'avoir été avec nous, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Voilà, quand on est à Rochefort, on est forcément supporter de La Rochelle. Ah non, parce que je suis originaire de la région toulousaine, donc je supporte. Voilà, encore un. Vous voyez. Bon, ok. Le Stade Toulousain est partout en France. Hein. Ouais, c'est vrai. Il ne sait pas trop encore, François, mais ça va venir petit à petit. Ouais, c'est le Real Madrid de l'Occitanie. Allez, merci en tout cas, Ludovic, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et Yannick, on te remercie, on t'embrasse bien sûr. On rappelle ton livre quand même, Data et Rugby, c'est ça le titre, avec Aurélie Jean. Data et Sport. T'avais vu plus large que le rugby. Ouais, en tout cas, c'est un bel ouvrage pour nous expliquer en quoi aujourd'hui l'analyse de données est capitale dans l'évolution du sport professionnel d'aujourd'hui. Merci Yannick Nyanga et bonne saison, et bonne suite de saison et bon derby avec le Racing. Merci à vous. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio, bien sûr. On se retrouve dans un instant et vous êtes toujours les bienvenus au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 20h32 au cœur de la mêlée sur Sud Radio. Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous parlons rugby comme chaque lundi soir de 20h à 21h pour revenir sur le week-end et se projeter sur le week-end suivant. On a parlé des Bleus bien sûr. On va parler de la perf du week-end. C'est celle de Montpellier dans un instant avec Vincent Etcheto. On vous rappelle que Yoann Huget, Philippe Souanguero sont là. Clément Combe également. Tiens Clément, les 3 dernières infos au rugby qu'il fallait connaître ce lundi. Le retour du tournoi Destination ce week-end, Irlande, Pays de Galles et Écosse, Angleterre au programme samedi. L'Écosse enregistre le retour de l'arrière du stade toulousain Blair Kinghorn. L'Angleterre doit faire avec le forfait du demi de mêlée Alex Mitchell. Dimanche, ce sera France-Italie à 16h à Villeneuve-d'Ascq. Le jeune ailier italien de Clermont, François May, appelé par Gonzalo Quesada pour affronter le 15 de France, est lui aussi forfait. Il est remplacé dans le groupe par le 3e ligne de Parme, Giovanni Licata. Les Bleus ont repris l'entraînement ce matin à Marcoussis, séance de musculation et entretien individuel pour les 34 joueurs convoqués par Fabien Galtier, dont Alex Burin. C'est la surprise de ce groupe pour préparer l'Italie. Le pilier d'Agen a été appelé pour pallier le forfait de Thomas Laclaya, victime d'une fracture du cartilage costal et indisponible 4 semaines. Merci Clément, et on accueille Vincent Etcheto, l'entraîneur de l'attaque du MHR, l'équipe de Montpellier, victorieuse, on le rappelle, au Racing ce week-end 44-20. Salut Vincent. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous. Alors on a parlé du lundi du Racing avec Yannick Nyanga. Est-ce que le lundi de Montpellier s'est bien passé ? Ben ouais, c'est toujours mieux quand tu reviens d'un week-end à Paris qui n'a pas été festif, parce qu'on est rentré juste après le match. Mais ensuite, c'est vrai qu'on a passé un bon dimanche. On était content de se retrouver lundi avec le staff tout dans la cour pour préparer l'entraînement de l'après-midi. Après, c'était léger avec une grosse partie d'analyse vidéo, de retour, et ensuite un petit mapping, ce qu'on appelle une petite clarté sur le terrain pour anticiper le prochain match. Voilà, avec quand même aussi ce retour quand même sur ce match 44-20, je le disais, une victoire, la première à l'extérieur quand même. Vous avez quitté la 14e place là, ça c'est factuel. On n'est plus les derniers. Non, c'est bien, c'est toujours agréable. C'est déjà bien de s'offrir cet exploit, parce qu'on peut parler d'exploit au Racing. C'est vrai qu'on était dans le dur, qu'on était passé pas loin à Lyon avec ce drop manqué à la dernière minute, on a fait une prestation aussi correcte contre La Rochelle, pas payé d'un bonus, et on savait que
plus on se rapproche de ce fin de saison et plus les points sont bons à prendre. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un Racing un peu plus fragile qu'en début de saison, avec quelques absents et puis deux défaites consécutives. Et puis nous, on n'a plus rien à perdre. Il faut qu'on se jette dans la bataille et on a eu de la réussite. On a fait ce qu'il fallait aussi par moment. Donc ça, tout s'est bien goupillé samedi soir. Johan Huget est avec nous, Philippe Spanghero. Johan, une question ou je sais pas, ou... Félicitations déjà, parce qu'ils sont arrivés dans un petit bourbier et on voit que petit à petit ils arrivent à mettre leurs pattes et déjà on n'en doutait pas trop avec un staff avec beaucoup d'expérience et déjà félicitations Vincent et surtout quelle est votre marge, on va dire, de progression par rapport à l'équipe? On sent que vous gagnez en confiance avec le challenge européen vous avez pu vous ressourcer, mais surtout en top 14 où vous passez, comme tu dis, pas loin à chaque fois. Vous êtes fixé des sorties comme ça, peut-être au Racing, aller chercher une victoire parce que tu savais qu'ils étaient un peu dans le dur. Voilà, des matchs comme ça pour motiver un peu l'équipe sur des blocs où vous jetez carrément, comme tu dis, dans la bataille. Merci Yann, mais c'est vrai qu'on est arrivé dans une situation difficile. On a accepté ce challenge-là, donc au contraire de s'en plaindre, mais justement c'est ça qui doit nous motiver à chaque fois qu'on travaille, puis le message qu'on doit faire passer aux joueurs. C'était un groupe de qualité, on le connaît, hein, ce groupe de Montpellier qui a connu beaucoup d'entraîneurs, qui a connu aussi des méthodes d'entraînement diverses. C'était beaucoup axé sur la dépossession, sur la conquête, mais c'était une équipe qui continue la dépossession, qui avait une conquête moins forte, qui était moins dominatrice, et puis dans laquelle le doute était entré. Donc nous, ce qu'on a fait avec le staff, c'est d'abord nous apprendre à nous connaître, et puis ensuite à faire passer un message positif aux joueurs. D'abord un message sur l'état d'esprit, et ça c'est primordial dans ce sport, on le sait, sur l'état d'esprit, sur le fait que Bernard Laporte l'avait d'entrée, qu'après la défaite contre Oyonnax, après notre arrivée, qu'on jouait vraiment le maintien, et qu'on essayait de sauver ce club. Et ensuite, petit à petit, chacun dans nos domaines, et moi je vais parler du mien, c'était donner un esprit un peu plus offensif à cette équipe, qui était dans la dépossession. Je pense qu'on est une équipe qui possède le plus le ballon maintenant, donc pas encore avec assez de succès, même si on a marqué des essais ce week-end. Donc c'est décomplexer les joueurs, essayer d'aller toucher un peu les couloirs, de se faire la passe supplémentaire, de jouer les turnovers, de jouer les contre-attaques. Même si ce match contre le Racing, on a beaucoup défendu, et on a bien défendu, mais à l'arrivée, je crois qu'il y a 49, que les 51 de possession d'un côté et de l'autre. Donc voilà, on est dans ce qu'on veut faire, même si c'était un match difficile, et petit à petit, les joueurs prennent du plaisir. Tu sais ce que c'est, t'as joué, t'as été bercé toi à l'école toulousaine, et c'est vrai que les joueurs, on a beau dire ce qu'on veut, quand on leur propose de tenir le ballon, de se faire plaisir, de faire des passes, ils sont contents. Et en plus, cette équipe-là, quand même, un ADN c'est une équipe combative qui aime défendre. Donc on a construit dans l'ordre avec Patrice, avec tout le staff. On sait que d'abord c'est bien défendre, c'est avoir des bonnes bases, et on a retrouvé une superbe mêlée, une bonne conquête en touche. Et après, si en plus on peut je dis la cerise sur le gâteau, se faire plaisir et marquer des essais, voilà, ça fait quand tout fonctionne comme ce week-end, mais ça fait un très beau résultat et ça met du bon au cœur. Ouais, 5 essais au Racing, bien sûr. Tiens, on va écouter peut-être l'un des plus beaux, celui signé par Cobus Reinhardt. Et on va récupérer une pénalité du côté des Montpelliérains qui ont enfoncé les Racingman. On va jouer l'avantage avec Cobus Reinhardt qui a pris de la vitesse, qui passe une fois, qui passe deux fois, qui a un 2 contre 1 à jouer. Il a feinté la passe pour y aller tout seul. L'essai, incroyable course de Cobus Reinhardt qui est allé tout seul et qui a éliminé 3 Racingman et qui inscrit déjà le 4e essai. Voilà, c'était le 4e essai, il y en a eu 5. Défense passive quand même du Racing sur cette action-là. Il y a 3 ou 4 défenseurs battus, c'était incroyable. Et il y avait une mêlée vraiment très enfoncée côté. Il y a surtout une très grosse mêlée. Hein. Elle est énorme. On avait nos piliers qui sortaient de la mêlée en courant. C'était surprenant comme image. C'est-à-dire qu'on a le petit Erdosio. J'en parle avec beaucoup d'amour, mais c'est un biarro quand même. Mais le petit Baptiste Erdosio qui après avoir traversé, il avait en face quand même la Claïa, après avoir traversé la mêlée et le premier soutien dans l'embut de Cobus Reinhardt qui va très vite. Donc c'est vrai que on retrouve Cobus avec ses jambes qui avaient été très bons l'année du titre de Montpellier. On retrouve Cobus, mais comme par hasard, parce qu'on retrouve aussi une mêlée dominatrice et un pack dominateur. C'est l'effet du synthétique. Philippe Spanghero avec Vincent Etcheto.
Oui, bonjour Vincent. J'ai une question parce qu'on sent en effet une montée en puissance dans la confiance dans cette équipe. Mais est-ce qu'il y a pas un peu de frustration parce qu'on vous sent désinhibé à l'extérieur? Quelque part, vos matchs références, j'ai l'impression qu'ils ont plus été à l'extérieur sans forcément des résultats à la sortie. Mais vous êtes passé pas loin à Lyon. Là, il y a clairement pour moi le match référence que vous attendiez pour montrer tout le potentiel de cette équipe. Et par contre, à la maison, on vous sent encore un peu écrasé par la pression de l'enjeu. Est-ce que finalement, le travail qui reste à faire, il n'est pas un peu psychologique sur cette équipe, notamment sur les échéances à domicile? Oui, alors franchement, c'est pour avoir vu les matchs. Alors j'écoute bien sûr les commentaires. J'ai écouté, d'ailleurs j'ai envoyé un petit mot, c'était à Richard Dourte sur notre match après Pau. On disait que le contenu n'était pas bon. On a fait un très bon match contre la section paloise, vraiment un très bon match. Je crois qu'on rate 5 essais. On en marque. Piqueroni, Seb, après le match, je me dis on se sentait impuissant. Et Pau est une bonne équipe. Si on avait gagné à Bordeaux, ils étaient en haut du classement. On avait fait un bon match contre Toulon, même si on avait fait en marquant des beaux essais. Non, on a. Je crois qu'il y a et c'est normal. Hein, dans ce top 14, il y a des étiquettes qui sont collées. Là, pour l'instant, tant mieux. On passe pour une équipe laborieuse qui s'y remet, qui joue avec la peur. Non, les joueurs jouent pas avec la peur. Même si les résultats, Pau, on aurait dû le gagner avec le bonus. Je veux dire, on aurait dû, on l'a pas fait, mais on rentre 4-5 fois dans l'embut, on se fait retourner, on rate des occasions faciles. Non, on a fait des bons matchs. On a fait un match catastrophique contre Oyonnax quand on a repris. Et depuis, on a fait des bons matchs en Coupe d'Europe. On fait un match très correct contre Castres, même si au niveau du résultat, c'est serré. On fait un bon match contre Toulon, qui était en dimanche soir en prime time, et c'est vrai qu'on était sous pression, on fait plutôt un bon match. Et le match de Pau, c'est là où, voilà, c'est le paradoxe. On a fait un très bon match contre Pau dans le contenu. J'ai entendu des commentaires sur comment le contenu n'était pas là. On a fait des bons matchs. Alors c'est sûr que celui d'hier, ou d'avant-hier, pardon, il est plus époustouflant, il est plus éclatant parce qu'il y a les 40 points. Mais dans le contenu, moi en tant qu'entraîneur de l'attaque des trois quarts, j'ai eu beaucoup plus à montrer pour le match après Pau, parce qu'on avait beaucoup tenu le ballon. Je crois qu'on était à 63-64% de possession contre Pau, qui est une équipe qui tient bien le ballon, et avec beaucoup d'occasions. Donc le seul truc qui est vrai par rapport à ce que tu dis, c'est que et ça c'est encore plus illustré à domicile, c'est qu'on a raté beaucoup d'occasions. C'est-à-dire qu'on met pas tout au fond. Et ce week-end, oui, il y a cette fébrilité. C'est de ça que je voulais parler. C'est vrai que on vous sent pas tueur parce que il y a tout un tas de matchs qui auraient dû vous amener des points de bonus qui coûtent cher, et c'est cette fébrilité dont je parlais. Ouais, après le match de Pau, Patrice était frustré. Alors, après le rentrant après le match, moi j'étais heureux, donc on a gagné, parce que mais merde, on aurait pu gagner. C'est vrai qu'on aurait pu gagner avec le bonus. Mais on a gagné, puis dans la situation où on est, quand tu as perdu 8 matchs en suivant, c'est déjà bien de le gagner. Mais c'est vrai que il y a des fois où on se serait contenté d'un bonus défensif à La Rochelle. Et c'est vrai que contre Pau, j'espère qu'on ne regrettera pas tous ces points, mais on doit prendre celui comme un cadeau bonus. Mais il faut qu'on soit encore plus précis, et je crois que c'est ce qu'a dit Patrice aux joueurs aujourd'hui, hein, qu'on a tenté beaucoup de choses, on a eu beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité, et on doit y mettre un peu plus de pression. Mais comme tu le disais, cette précision, elle viendra aussi avec l'accumulation des résultats positifs et avec de la confiance. On sait très bien dans notre sport, comme dans tous les sports, que la confiance est primordiale. Ça, on le sait effectivement, c'est primordial dans le sport. Marco est avec nous, il nous a appelé au 0826 300 300. Marco Kova, c'est ça? Bonsoir. Oui. Bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous. Supporter de Montpellier, c'est ça? Oui. Oui. Donc forcément avec le sourire ce soir. Avec le sourire et beaucoup de fierté aussi. Voilà. D'accord. C'est important. Est-ce que vous avez vu, vous, un changement avec ce staff? Vincent Etcheto est avec nous, donc, mais vous pouvez parler vrai avec Vincent Etcheto, il n'y a aucun problème. Non, j'ai pas peur de grandes choses, comme disait Georges Fay, j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Le reste, je n'ai pas peur. Oui, on voit clairement une différence. Hein. Moi, je trouve quand même qu'on voit plus de rugby à Montpellier qu'on en a vu les 2 dernières années. Sincèrement, ça a commencé, on s'est requinqué bien en Coupe d'Europe, effectivement, contre les Ospreys, on a fait un match magnifique. Et là, on a senti quand même le vent tourner. On s'est dit quand même, là, ça travaille, et ça travaille bien comme il faut, quoi. Et au niveau de l'animation offensive notamment, merci Monsieur Etcheto, hein, parce qu'on voit une sacrée différence avec ce qu'on a pu voir avant. Et ça, c'est beau. Et on voit effectivement des joueurs qui prennent plus de plaisir sur le terrain, ça se voit. Et ma foi, je ne sais pas si on n'a pas encore, comme on dit, le cul sorti des ronces, hein, parce qu'on est encore avant-dernier. Mais ce qu'on voit depuis peu là, c'est vraiment très très bien. Et voilà, on met les atouts de notre côté pour s'en sortir. Après,
on espère tous qu'on va s'en sortir, évidemment. Est-ce que vous, Marco Kova, est-ce que vous étiez sceptique en voyant ce staff qui a été créé autour de Bernard Laporte, avec Patrice Collazo, avec Vincent Etcheto, bref, Christian Labitte, beaucoup d'anciens numéro 1, Antoine Batut, bien sûr, mais beaucoup d'anciens coachs numéro 1 qui là se sont agrégés pour essayer de venir sauver le MHR. Écoutez, on a senti qu'il y avait une équipe qui s'était formée assez rapidement. Hein. On a tous été sur le fait, ce fameux dimanche là où les téléphones ont chauffé de partout et même nous, entre supporters et entre gens du pays, on s'envoyait des messages, on avait quelques infos qui remontaient et on savait qu'il y avait un staff qui était en train de se former. Je ne pensais pas qu'en 2 heures on pouvait former un staff, mais Bernard Laporte est assez persuasif apparemment et il a réussi à agréger autour de lui beaucoup de personnes compétentes. Voilà. Et après, on les connaissait tous individuellement et sincèrement, que peut-on dire, Vincent Etcheto, petit-fils de Jean Daugé, le rugby dans le sang, c'est bien quoi. On est connaissant à Montpellier, moi je suis reconnaissant de ça. Vraiment, vraiment. Et après, Christian Labitte, on connaît aussi son parcours dans le département voisin, dans l'Aude. On sait que c'est un bon coach aussi. Alors après, est-ce que ça allait être bon de prendre forcément des anciens numéro 1 ? Je crois qu'ils ont laissé aussi un peu d'ego de côté et se sont agrégés comme il faut et ça forme aussi une belle équipe quoi au sein du Montpellier Rugby. Franchement, c'est bien, c'est très très bien. Est-ce que Marco Kova a une bonne analyse ? Vous avez laissé vos égos de côté, Vincent Etcheto ? Mais bien sûr, déjà je remercie Marco parce que ça fait plaisir, c'est gentil. Puis je pense que les gens qui viennent au stade ou qui suivent voient les évolutions. Nous, déjà je parle pour le stade parce que franchement, moi j'avoue, Bernard Laporte, je l'avais croisé une fois quand j'avais 20 ans. Après, on se connaissait pas. Patrice, j'ai joué avec lui. Christian Labitte, on s'est croisé sur les bancs, lui de Carcassonne et moi d'Angoulême et de Bayonne. J'ai entraîné Antoine Batut. Voilà, puis il y a Benson Stanley aussi dans le lot, qui est un très bon entraîneur de la défense. C'est vrai qu'il y a du monde, mais il n'y a pas plus de monde que dans les autres staffs. Même, je pense si des fois on est moins nombreux. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des personnalités qui peuvent être marquantes. Alors moi, je me mets dans les dernières, quand on a Bernard Laporte, Patrice Collazo, Christian Labitte, qui ont été des joueurs de haut niveau, des entraîneurs de très haut niveau. On est là. Mais les égos, bien sûr qu'on a des égos, on a tout, mais il y a même un joueur qui joue en national ou en série, il a de l'ego. Le tout, c'est de l'agrégation de compétences, c'est de pas se marcher sur les pieds, c'est de trouver sa place. Et là où, ce que je trouve génial, et je l'ai raconté en anecdote, il y a bien sûr Bernard Laporte qui arrive, qu'on connaissait pas, qu'on découvre, qu'on connaît sa faconde, sa façon de parler, sa carrière aussi. Mais c'est travailler avec Patrice Collazo. Moi, je sais, c'est un ancien pilier qui a une image de mec dur, gueulard. Moi, j'ai une grosse gueule aussi. Mais quand je suis arrivé dans le bureau le lundi matin, j'ai dit à Patrice, qu'est-ce que tu penses? J'aimerais. Il me dit, mais que t'aimerais? Fais ce que tu sais faire. Et c'est un truc qui m'a vraiment fait du bien. C'est-à-dire que moi, j'avais travaillé, j'ai été manager, j'ai été aussi entraîneur avec mais Patrice, il est arrivé, il m'a dit, Vincent, je t'ai suivi, je sais ce que tu sais faire, fais-le. Et il a fait ça avec moi, il a fait ça avec Antoine Battu de son côté, avec Benson Stanley. C'est-à-dire que chacun connaît son rôle. Ce qui est bien, c'est qu'on a un bureau, un open space, comme on dit dans les, voilà, mais il y a de la bonne humeur. Ceux qui connaissent Christian Labitte savent aussi la faconde de Christian, donc il y a toujours une histoire, une anecdote, mais on bosse, on a une télé où on partage les choses, mais chacun respecte le domaine de l'autre, et tout ça supervisé par quand même Bernard Laporte qui a pas forcément la même vision du rugby que nous, mais qui a sa vision, qui a son expérience, qui a ses titres derrière. Et donc c'est super enrichissant. Moi j'ai travaillé avec des staffs peut-être moins expérimentés, avec moins d'ego, mais où les jeunes entraîneurs entre guillemets se prenaient au sérieux et n'avaient rien prouvé entre guillemets. Donc l'ego, voilà. Ce qui m'importe moi, c'est la compétence. Et je parle pas de la mienne, je parle de celle qui m'entoure. Et je sais qu'autour de moi, et on a oublié de parler de Didier Bess, les progrès qu'on fait en mêlée aussi. Voilà, Didier, j'adore ce mec. Voilà, c'est un mec nature avec et les quelques minutes, il n'y a pas beaucoup de temps passé sur les mêlées, mais à chaque fois les demi-heures qu'on lui accorde et le temps qui passe, on a vu les progrès qu'on a effectués samedi. Donc c'est vraiment une agrégation de compétences et je vous promets que j'ai fait ça fait 20 ans que je fais ce métier d'entraîneur et que je suis très heureux d'arriver le lundi matin tôt. Je suis pas lève tôt, pourtant je le fais et il y a vraiment une super ambiance. Alors je le dis pas pour parce que je vends rien. J'ai un contrat de 6 mois, je sais pas ce que je ferai au mois de juin. Ce qui est sûr, c'est que je prends du plaisir à travailler avec ces gens-là.
Eh ben ça c'est sympa et en tout cas ça corrobore les propos de Marco Cova. Il est bavard, Vincent Etcheto. Mais voilà, on l'aime. Tu m'avais dit 20h, j'ai attendu jusqu'à 20h20. Donc tu me dois bien ça. Il y avait Yannick Lianga avant, il y en avait beaucoup à dire sur Yannick, donc il faut l'excuser, tu sais. Bon, mais on peut te libérer, Vincent, parce qu'on va faire venir peut-être quelqu'un que tu connais bien, parce qu'on voulait quand même parler peut-être dernière question. Tiens, question. Je vais essayer de faire court. Non, alors dernière question. D'abord pour Marco Cova, est-ce que vous avez compris vous le chassé-croisé Garbici en tant que supporter, Garbici-Tolofoua, Marco Cova? Alors, je ne sais pas si c'était un chassé-croisé comme on l'a lu. On n'a pas tous compris. Maintenant, on a quand même un joueur Tolofoua qui est arrivé à Montpellier, qui est un sacré numéro aussi. Hein. C'est un sacré joueur et qui nous a fait énormément de bien ce week-end aussi. On peut regretter le départ de Paolo, qu'on aime énormément et qui est un super joueur et un gars extra. Maintenant, je vais vous dire, ça va être un peu bateau ce que je vais vous dire, mais vous savez, les dirigeants dirigent, les entraîneurs entraînent, les joueurs jouent et les supporters supportent et soutiennent leur équipe. Alors moi, mon rôle, c'est de soutenir et de l'équipe au maximum que je peux faire. Et ma foi, n'ayez pas peur de Vincent, hein. Non, moi j'ai peur de personne. Il n'y a pas de quoi. Non, j'ai peur de personne. Non, je vous dis juste que oui, on peut regretter le départ d'un joueur qu'on aimait beaucoup et qui quand même nous a aidé dans la quête du titre en 2022. Après, on n'est pas au courant de tout, hein, nous en tant que supporters, et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit, on le saura jamais vraiment. Et puis, Marco, je peux vous, sans vous couper, mais il y a sur le Paolo déjà que c'était un mec extra, que c'était un super joueur de rugby international italien, qui a beaucoup joué même cette année, même depuis qu'on est arrivé. Il c'est juste le fait que on a un problème de gif et de non gif dans notre effectif, que on a perdu un talonneur qu'on a laissé partir à Rochelle qui était non gif. Il fallait compléter l'effectif à ce niveau-là et dans les échanges, la relation notamment entre Bernard Laporte et Pierre Mignoni avec Toulon, c'était une, je dis pas un marché parce que moi je fais pas de l'administratif, mais je sais que ce qui s'est passé, c'est que voilà, ça a arrangé les deux parties de faire cet échange-là, bien sûr, et comme on l'a dit et comme l'a répété Bernard aux joueurs, parce qu'il a fallu l'annoncer aussi au groupe, c'est que voilà. On n'a jamais dit à Paolo de partir, c'est-à-dire que Paolo, on lui a donné le marché en lui disant que Toulon était intéressé par sa venue parce que je pense que Picard est blessé, que Waisea va se faire opérer, je pense qu'il y avait des problèmes aussi de ce côté-là et qu'ils avaient besoin de compléter leur effectif au niveau du numéro 10 et que nous la venue de Tolofoua nous faisait aussi le plus grand bien. Donc après c'est des arrangements qui se sont faits de club à club, mais pour dire que voilà, on n'était pas on n'a pas chassé Paolo Garbizi loin de là. Et ce qui est sûr, c'est que il a fait un super début de saison et qu'il a permis aussi à Louis Carbonel, avec l'émulation, de retrouver un niveau très très intéressant. Vincent, on va soit te libérer, soit tu restes avec nous, mais on doit faire une pause parce qu'on va accueillir aussi dans un instant Miguel Fernandez, un des agents... l'agent des stars. L'agent des stars, bien sûr. Et il va nous éclairer sur ce marché des transferts qui s'agite en cours de saison. C'est assez rare en rugby. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Allez, les dernières minutes de notre émission au cœur de la mêlée, l'émission des briques du lundi, avec un nouvel invité, Miguel Fernandez, qui est agent de joueurs, l'agent des stars, disait Vincent Etcheto. Bonsoir Miguel. Bonsoir, comment ça va? Ça va, on est un peu en retard, mais il est bavard, Vincent Etcheto, toujours là d'ailleurs. Oui, je Vincent. sais bien, je le connais depuis très longtemps et on travaille, on collabore avec certains de mes collaborateurs. Tout à fait. C'est surtout avec qui vous travaillez pas, Miguel. Bon, il y en a, hein, heureusement d'ailleurs. Ouais. Miguel, on a vu ce chassé-croisé, Philippe Spanghero est là, Johan Huget bien sûr est là, et puis vous et toi, on va se tutoyer quand même. Miguel, est-ce que ça dit, j'ai appelé ça ce chassé-croisé Garbizi-Tolofoua, est-ce que ça cache une nouvelle tendance du marché? Va-t-il y avoir un mercato d'hiver désormais dans le rugby? Non, alors le mercato au rugby c'est toute l'année en définitive. Hein. On n'est pas astreint à des fenêtres de tir comme dans le football par exemple. Ça c'est plutôt une déformation journalistique de parler de mercato. L'histoire de Garbizi et de Tolofoua, c'est comme l'a très bien expliqué Vincent, c'est juste un ajustement aujourd'hui lié à des contraintes administratives. Il y a une projection à faire, il y avait un besoin, les deux parties se sont mises d'accord et les intéressés étaient évidemment favorables, et donc l'histoire s'est faite assez naturellement, j'ai envie de dire.
Philippe Spanghero, peut-être une réaction sur ce sujet. Une réaction. Alors moi, d'un point de vue économique, c'est vrai que je l'avais vu en Pro D2, je l'ai dit plusieurs fois, c'était moins vrai en Top 14, mais je me souviens d'avoir assisté à des transferts en cours de saison qui avaient réglé quasiment des équations économiques compliquées, qui avaient permis de sauver des saisons qui étaient un peu complexes. Ce sera moins vrai l'impact financier en Top 14, mais je crois malgré tout que c'est aussi une variable d'ajustement à certains moments et que ça doit se réguler. Au-delà de ça, le rugby a besoin d'une crédibilité de l'extérieur. Moi, je parle avec des gens qui connaissent mal ce sport et qui me disent mais c'est quoi votre truc, où ça joue un championnat pendant les fenêtres internationales, où des joueurs changent de club à n'importe quel moment de la saison. Je pense qu'on a besoin, pour une légitimité renforcée, d'une image plus claire à l'extérieur. Et pour revenir sur le cas de Garbisi, j'ai 2 choses à dire très rapidement. Je comprends que ça se soit passé comme ça. Par contre, je me souviens, moi, à l'époque, j'avais discuté avec Johan Maestri, et Johan en parlera aussi bien que moi, au moment où Johan est parti au Stade Français après avoir signé à La Rochelle. Bien sûr qu'on laisse le choix aux joueurs, mais je pense qu'il y a un moment où le joueur se sent plus désiré, et donc dans cette relation-là, gentiment il part. Et ce que je voulais souligner aussi, c'est l'élégance de Garbisi. Je crois que c'est important de savoir partir dans de bonnes conditions quand on a vécu des grands moments dans un club. Et j'ai trouvé son interview dans l'équipe très élégante vis-à-vis du MHR. Et c'est quand même un jeune joueur, et j'ai trouvé les propos vraiment élégants, donc je voulais le souligner. Oui, c'est vrai. Juste, Johan, toi, comment tu vois ça? Tu penses que ça va pervertir sportivement le championnat? C'est parce que bon, Tolo Fouet, il a inscrit l'essai du bonus offensif. Ouais, bien sûr, non. Pervertir, je pense pas, mais c'est vrai qu'il faudrait juste un peu plus cadrer, avec peut-être à l'image du football, avoir une fenêtre de tir sur le mercato d'hiver, et après, mais on est encore un peu en retard là-dessus. Le sujet actuel, c'est savoir si les joueurs vont devoir payer leurs agents ou pas. Donc aujourd'hui, il faudrait que soit tout ça mettre un peu plus au clair, et que les agents, eux, aient leur mot à dire également. Miguel. Ouais. Alors, concernant la clarté, c'est vrai que les mouvements ou les mutations en cours de saison, elles sont principalement liées à 2 choses. C'est soit l'addition d'un joueur supplémentaire, car chaque club a droit à 2 joueurs supplémentaires au-delà des périodes officielles de mutation, qui se situent entre fin avril et fin juin. Et également la possibilité d'enrôler des joueurs, ce qu'on appelle des jokers médicaux, c'est-à-dire pour pallier la blessure d'un joueur. Donc les sont quand même limitées, je dirais, en termes de nombre. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. La spécificité peut-être du rugby, c'est qu'on annonce très tôt, mais ça c'est parce que les journalistes font bien leur boulot, mais les nouvelles recrues sont annoncées très en amont par rapport au moment de la saison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grosso modo, vous connaissez 90% de l'effectif de tout le top 14 ou de la Pro D2 à quelques mutations en tête, quoi. Et donc pas de chance ou d'avoir des indemnités. Enfin, il y en a eu un petit peu plus ces derniers temps, Miguel, mais on va dire la footballisation du marché n'est pas prête d'arriver. Il y a une donnée économique, et je porte sous contrôle de Philippe, mais aujourd'hui, le marché du rugby il est quand même très réduit. Le football, vous pouvez jouer n'importe où. Vous pouvez jouer au Togo, en Belgique, en Argentine. Le marché du rugby, il est professionnel, j'entends, il est quand même très réduit. Vous avez la France, vous avez le Royaume-Uni, un peu l'Italie, et basta. Donc, on n'aura jamais la dimension économique du football. Moi, je pense que, alors ça peut paraître paradoxal de la part d'un agent, mais je pense que c'est même souhaitable, parce qu'aujourd'hui, l'économie du rugby ne supporterait pas ce type de mutation à fort rendement économique. Aujourd'hui, ce qui se pratique, lorsqu'un joueur ne va pas au bout de son contrat, on applique tout simplement la règle de droit de CDD, c'est qu'il y a une indemnisation qui se fait pour le club quitté à hauteur du contrat restant dû. Donc, pour faire simple, si vous avez 3 ans à 100 000 euros, vous partez au bout de la 2e année, le club que vous allez rejoindre dédommage à hauteur de 100 000 euros à peu près le club que vous quittez. Il arrive, et il y a eu des cas récents, que certaines mutations se fassent de manière avec des négociations de gré à gré, mais ça quand même c'est relativement rare. Il y a à peu près, entre les renouvellements et les mutations, il y a à peu près entre 300 et 400 mouvements dans la saison. J'y inclus également les renouvellements, c'est-à-dire les joueurs qui restent dans le même club. Les mutations type transfert, type football, on les compte sur le haut d'une main quand même.
Bon voilà, ça sera le mot de la fin. On aurait pu passer 1 heure de plus, mais malheureusement nous ne pouvons pas. La prochaine fois. Voilà, mais on maîtrisera mieux Vincent. Mais c'était intéressant. On remercie Vincent et Miguel Fernandez, Vincent Etcheto d'avoir été avec nous. Bien sûr, Félix Panguero, Yoann Huget, vous les auditeurs, toute l'équipe qui était avec nous. Une petite pensée pour Quentin Cabanis, bien sûr, et puis à suivre le meilleur sur Sud Radio où on parle vrai en parlant rugby. Rendez-vous vendredi à 19h.